Il faut savoir choisir ses batailles et ça veut aussi dire qu'il faut choisir certaines batailles qu'on ne mènera pas. Chez Apple, il n'y avait pas de product manager. Il y avait des ingénieurs et des designers. En fait, j'ai découvert ce que c'était qu'un product manager et j'ai beaucoup apprécié le rôle du product manager, mais je l'ai découvert en arrivant chez Blablacar. Pour moi, le marqueur d'un ingénieur senior, c'est qu'il est capable d'aller influencer, discuter, convaincre, créer un consensus autour d'un projet qui peut-être initialement paraît trop compliqué ou est mal embarqué. Je suis Pierre L'Hôpitalier, cofondateur de Kaibi, société spécialisée dans le digital et le développement applicatif. Ces 15 dernières années, j'ai eu la chance de rencontrer de nombreux CTOs et talents du monde de l'IT qui le sont devenus. Aujourd'hui, je leur donne la parole et ils nous donnent leur vision. Eh bien aujourd'hui, je suis en compagnie de Olivier Bonnet, qui est aujourd'hui CTO de Blablacar et qui, avant Blablacar, a passé une sacrée paire d'années chez Apple. Et il nous en parlera sans doute plus en détail tout à l'heure. Mais avant toute chose, Olivier, merci d'avoir accepté cette invitation et d'être venu dans nos locaux aujourd'hui. Bonjour Pierre, merci de me recevoir. Bah écoute, c'est avec grand plaisir. C'est un petit moment qu'on a échangé pour la première fois. On avait été mis en relation avec quelqu'un que j'ai reçu sur ce podcast, Arnaud Lenoble, qui est chez PayFit. Et il m'avait glissé lors de notre podcast que il avait un mentor / coach qui n'était autre que toi, et j'ai bien envie de lancer le podcast un peu sur cette thématique parce que je crois qu'elle te tient à cœur. Et je crois que tu le fais pour quelques CTO, à la fois du coaching, et que la dimension networking fait partie intégrante des postes de CTO pour toi. Alors oui, c'est vrai que c'est Arnaud qui nous a mis en relation. Et effectivement, depuis bientôt 6 mois, je coach Arnaud assez régulièrement. On se trouve du temps tous les deux, et on découpe un petit peu ces problématiques de CTO. On essaye de réfléchir ensemble sur comment il peut débloquer certaines choses, etc. Comment l'aider à grandir. Et effectivement, c'est quelque chose qui est nouveau pour moi, mais que finalement j'aime beaucoup. Et je trouve que ça fait bien. C'est un très bon complémentaire en fait de mon quotidien beaucoup plus opérationnel chez Blablacar, notamment parce que moi ça m'aide en fait c'est les anglicismes qui me viennent, mais à faire un step back, donc à prendre un peu de recul par rapport aux problématiques que je peux rencontrer, problématiques d'architecture, problématiques d'équipe, problématiques d'orga, de process, etc. Mais je trouve en fait prendre ce temps un peu à distance, ça aide effectivement à pas se retrouver le nez dans le sable, à essayer de fouiller et perdre un peu la vue 360. Que oui, je crois que c'est important que le CTO garde cette vue 360 et se retrouve pas happé un peu, je dirais, par le quotidien. Donc ouais, le coaching m'aide bien à ça, et j'espère il est aussi utile aux gens que j'accompagne, dont Arnaud que je remercie. T'accompagnes combien de personnes en fait? Pas trop, parce que ça prend du temps, mais je dirais 3-4. Après il y a des périodes où il y a un petit peu plus d'activité, il y en a d'autres où c'est moi qui repousse un peu pour garder de l'espace pour moi et pour Blablacar. Mais oui, en gros, il y a 3-4 CTO ou VP Engineering que j'accompagne. Il y en a un peu plus avec lesquels je suis en contact via je fais aussi un petit peu d'angel investing tu mentionnais toute la partie networking. Qu'est-ce que t'entends par angel investing du coup? Ouais, angel investing, c'est en fait quand on met un peu d'argent pour aider une startup à démarrer. Et on devient un actionnaire dans les premiers moments de la startup, quand il y a 2, 3, parfois 5, 6 personnes, qu'elles ont une bonne idée et qu'elles ont besoin un peu de démarrer, de se mettre le pied à l'étrier. Et je trouve ça fascinant, et j'adore aider, et j'adore
participer avec moi mon bagage technique, ma vision et ce que j'ai vu chez Apple, chez Blablacar. Je suis toujours ravi de pouvoir aider des petites boîtes qui seraient en train de se monter. Il y a à la fois une petite aide financière qui te permet de rentrer au capital, mais également on va pas parler d'opérationnel, mais tu t'impliques comme œil extérieur et aider à débloquer et conseiller certaines petites startups, quoi. Ouais, en fait, je me mets à disposition des fondateurs. Et c'est eux qui du coup savent que ils peuvent venir me voir et ils vont venir avec des sujets particuliers de comment est-ce que je passe telle étape et souvent on va probablement en reparler, mais on passe tous par les mêmes étapes et donc typiquement dans une startup une des étapes souvent que les CTO qui sont souvent cofondateurs de la startup je vais embaucher mon premier engineering manager. J'ai besoin d'embaucher un leader parce que là, j'ai trop de gens qui me reportent en direct. Du coup, qui est cette personne ? Quel rôle elle va prendre ? Comment je la choisis, etc. Et il y avait plein de choses qui étaient évident quand le CTO a une relation directe avec les premiers ingés et qu'il faut recalibrer un peu quand il y a besoin de faire rentrer ces premiers managers. Du coup, là, t'aides en quoi, toi, trouver l'engineering manager, mettre en relation, définir la fiche de poste? Non, c'est plus, moi, en anglais, ils appellent, il y a quelque chose qu'ils appellent le rubber duck debugging. C'est, en gros, j'ai un canard en plastique sur mon bureau et je vais lui parler et je vais lui raconter quel est le problème que j'ai, quel est le bug que je rencontre et à un moment, ça va aider. Verbaliser, ça aide à apporter un peu de clairvoyance et à prendre un peu de recul. Moi, je considère en fait que c'est à ça que je sers en fait. Je suis la personne tierce, mais un peu ouais. Mais en fait, je le pense de manière positive. Hein. Je suis la personne tierce qui a pas qui est extérieure à la situation, qui a pas qui fait pas partie du problème. J'ai pas d'affect et à qui il va falloir raconter quel est le problème que aujourd'hui moi CTO de ma petite boîte je rencontre. Pourquoi est-ce que je trouve ça compliqué? C'est quoi? À quelles alternatives j'ai déjà réfléchi? Comment est-ce que j'imagine que ça va se passer, etc. Et en fait souvent les gens en parlant me disent tiens oui j'ai option A, option B, option C. Non mais en fait option C en te la racontant je me rends bien compte que c'est pas une bonne solution donc on va parler plutôt option A, option B, etc. Et en fait ça aide je trouve beaucoup à verbaliser aide beaucoup à mûrir le processus de réflexion et oui et parfois il y a des choses assez classiques de non en fait telle chose il faut pas se laisser prendre au piège et donc voilà le genre d'erreur qu'il faut éviter mais pareil en fait ça c'est des choses assez classiques où je crois pas que j'ai je crois pas que c'est quoi là t'as parlé de et aider à verbaliser le besoin, de qualifier le besoin sur le premier recrutement d'un engineering manager. Est-ce qu'il y a d'autres thématiques qui te viennent en tête sur lesquelles tu sens que t'as aidé? Alors, un truc très classique et je l'ai fait à la fois chez Blablacar, je l'ai fait chez Apple, je l'ai fait chez Blablacar mais c'est tiens j'ai embauché quelqu'un, on est en période d'essai et ça se passe pas hyper bien. Et là, en fait, il y a toujours, il y a plein de chemins possibles. Et il y en a un qui est pas bon, qui est bon. Je vais pas m'en occuper maintenant parce que c'est pas le bon moment. Et puis on en reparle. Et puis en fait, 6 mois plus tard, on en reparle et c'est plutôt pire. Alors qu'en fait, donc typiquement, ce genre de choses, c'est comment on gère quelqu'un qui performe pas comme là où on l'attendait. Oui, en fait, ça s'apprend. On n'est pas bon naturellement à ça, personne n'aime faire ça, hein, mais en fait c'est des choses où c'est facile de faire des erreurs et c'est aussi facile d'éviter ces erreurs-là. D'éviter de prolonger l'erreur. Quoi. Voilà. Et alors là pour le coup c'est effectivement une problématique où quand on n'a pas d'affect c'est un peu plus facile d'ouvrir les yeux ou de l'énoncer sans affect, quoi. Oui. Et je crois que quand on fait partie de la situation, quand on est le manager par exemple de la personne, je crois qu'avoir quelqu'un qui dit non mais en fait dans ces cas-là il faut pas trop se poser de questions et voilà je vais t'aider, voilà ce qu'on va mettre en place, ça aide beaucoup aussi à être clair sur c'est quoi les attentes vis-à-vis de la personne, à être clair vis-à-vis de la personne et parce que je crois une partie, là on parle vraiment de ce cas typique là, mais je crois une partie du problème dans ces cas-là, c'est que finalement en fait on n'est pas sûr, on n'a pas le temps, c'est pas le bon moment et du coup on devient pas très clair dans le feedback qu'on donne, pas très clair dans nos attentes et ça en fait ça fait qu'empirer la situation, ça rajoute des malentendus sur une situation qui est déjà pas terrible au début.
Alors qu'en fait, avoir quelqu'un qui aide un peu à affermir la position, à dire non, mais attends, en fait, de ce que moi j'entends, cette personne-là, c'est pas le bon fit, c'est pas la bonne personne pour ton équipe à ce stade-là, et donc il faut lui donner le feedback, il faut lui donner une chance de recevoir le feedback et de s'améliorer. Mais en tout cas, il faut surtout pas enterrer le problème, parce que c'est sûr que sinon, dans 3 mois, on en reparle et ce sera juste pire, en fait. Ce sera juste plus compliqué à gérer. Alors du coup, cette notion de donner le feedback, c'est quelque chose dont j'ai discuté sur un podcast qui est sorti il y a pas très longtemps avec Eric Daspet, CTO de la ruche qui dit oui. Bon, ça a une réelle importance. Est-ce que toi, pour donner du bon feedback, justement, t'as quelques clés, quelques conseils, voilà, en fonction des personnes, en fonction des stages de développement, en fonction, enfin voilà. Alors moi, il y a un bouquin que j'aime beaucoup, ça commence par un R. Ouais. Non, mais en fait, c'est devenu un peu la Bible sur ce sujet-là, et pour des bonnes raisons. Mais donc, Radical Candor, je sais pas quel nom en français. Et c'était déjà un peu la Bible chez Apple quand j'y étais, mais en fait, là-dedans, il y a les éléments importants. Il y a le côté donner le feedback tôt. Parce que je crois que c'est beaucoup plus facile de donner le feedback au bout de 2 semaines en disant tiens, j'ai remarqué ça et ça, parlons-en, et ça correspond pas à mes attentes, ou etc., ou tiens, c'est interprété comme ça par l'équipe. Là où si tu le fais au bout de 6 mois et que la personne se rend compte que ça fait 6 mois qu'elle fait quelque chose et que t'es en train de lui dire que c'est pas bien ou que c'est pas à ça que tu t'attends, en fait déjà tu pars sur un pied qui est plus compliqué. Donner le feedback en ayant vraiment envie d'aider la personne et lui dire mais attends, en fait mon but c'est de t'aider. La pire chose, c'est que la personne ait l'impression en fait que tu t'es en train de la virer et que t'as décidé de la virer avant même de démarrer la conversation. Il faut jamais que ce soit le cas. Et encore une fois, ça fait partie des erreurs. Et j'ai fait ce genre d'erreur parce que, encore une fois, il y a un côté un peu, c'est très inconfortable en tant que manager. Je pense peut-être aussi, il y a un côté assez culturel. Je crois que moi, de ce que j'ai vu, les Américains étaient beaucoup plus directs. Là où en France, je crois, on est moins confortable avec ça. On est aussi moins confortable à donner du feedback positif, ce qui fait que quand tu, en tout cas, toi qui as bossé aux États-Unis, en France, il y a une énorme différence. Elle est particulièrement visible chez les enfants. Chez les enfants aux États-Unis, on leur donne que du feedback positif. Et nous, en arrivant avec notre œil de Français, on se dit non mais tout peut pas être awesome, tout peut pas être incredible, tout peut pas être great. Alors qu'en France, tu regardes les copies d'un élève en primaire, c'est assez bien, les fautes soulignées en rouge, un peu plus d'attention s'il vous plaît, etc. Donc c'est très sensible sur cette population-là, mais je crois que c'est vrai de manière un peu plus globale. Et ce qui veut dire effectivement, c'est si on donne pas du feedback positif, c'est aussi plus compliqué de donner du feedback négatif, parce qu'en fait, ça veut dire que le mot feedback devient connoté un peu négativement. C'est je vais te donner du feedback, c'est pas je vais te dire ce que t'as bien fait, c'est je vais te dire ce qu'il faut que tu corriges. Donc en fait il y a clairement un aspect très culturel et assez global à ce sujet-là, à cette problématique. Ouais. Ok. Est-ce que toi t'as été on parle de coaching, de mentoring, de dézoomer, t'as été toi-même coaché, t'es rentré dans cette démarche? Ouais. T'es rentré ou on t'a proposé de... Oui. En fait, alors de plusieurs aspects différents, mais donc chez Blablacar, on a fait des programmes de training pour les managers. Et on faisait tous les managers typiquement tous les managers de l'équipe engineering ont fait le même programme de training, et ça j'ai trouvé que c'était super parce que ça donnait à tout le monde les mêmes outils, et après ça donnait aux managers des outils dont ils pouvaient parler ensemble et qu'ils pouvaient expérimenter ensemble, et ils pouvaient en fait, je trouve c'est le bon terme. C'est une boîte à outils, et en fait, ça permet de piocher dedans. J'ai telle réunion à animer, comment je fais, ou j'ai telle personne qui arrive dans mon équipe qui, je vais avoir telle problématique avec elle parce qu'elle est particulièrement senior ou parce que, etc. En fait, ça te donne des boîtes à outils à utiliser. C'est à ton initiative ou ça existait quand t'es arrivé cette formation engineering manager? Il y avait
Ouais, il y avait des choses qui existaient, mais moi j'ai mis en place ça. Enfin, et d'ailleurs, encore une fois, hein, j'ai rien inventé. Hein, j'ai piqué l'idée. C'était, j'ai entendu que Le Bon Coin faisait ça, et donc je leur ai demandé l'adresse de leur coach. J'ai rencontré le coach. J'ai trouvé que c'était une bonne entrée en matière sur les sujets de management. Donc voilà, moi les great artist steals, hein, les bons artistes n'hésitent pas à voler. Et moi j'ai volé cette idée au Bon Coin. Copier intelligemment. C'est ça, copier intelligemment. Parce que, et on revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est en fait être manager, ça s'apprend. Enfin, personne n'est né manager, personne n'est bon ou mauvais manager par l'ADN. En fait, c'est plus est-ce qu'on a envie d'apprendre et est-ce que on a envie de progresser sur ces sujets-là. Donc pour revenir à ta question, il y a eu un certain nombre de formations. Là aujourd'hui, cette formation-là, on l'a scalée à tous les managers de BlaBlaCar. Avec la même envie d'outiller correctement, de former et d'outiller tous les managers de la boîte de la même boîte à outils, des mêmes principes. Du coup, c'est le coach qui est intervenu chez Le Bon Coin que vous avez. Je crois, ouais. Ouais. Donc, on donne son nom. Ouais, on peut. Ouais, c'est Stéphane Michel, Solar Management. Il sera ravi que je lui fasse un peu de pub. Ok, ça tombe bien. Il est difficile son calendrier est bien booké, mais ouais, nous on a beaucoup aimé les formations qu'il nous a faites. Et donc, donc ça c'était vraiment la partie plus training, training collectif. Mais j'ai eu aussi un coach. Donc ça c'était, je dirais, il y a 2 ans et demi. Et effectivement, moi, à un moment où j'étais un peu la tête sous l'eau, j'avais du mal à répartir mes priorités, à bien choisir quelles étaient les batailles que je prenais et quelles étaient celles que peut-être quels étaient les incendies qu'il fallait que je laisse brûler et quels étaient comment je trouvais un peu le bon équilibre. Et donc ouais, j'étais accompagné par un coach pendant sur 6-8 mois à raison d'1 heure par mois. Donc là, c'était pas sur des sujets techniques du tout. C'était plus sur vraiment, je dirais, me réaligner avec moi-même sur ok, qu'est-ce que j'aime bien faire, pourquoi, comment je le fais, et là aujourd'hui chez BlaBlaCar, comment est-ce que, c'est quoi les next steps, comment j'apporte de la valeur, et comment un peu, je sors un peu la tête de l'eau parce que j'avais l'impression d'être en permanence avec à moitié en train de me noyer, et ça m'a vachement aidé en fait. Du coup, je rebondis sur une petite phrase là que tu viens de prononcer. Tu dis quels incendies je laisse brûler. Alors j'imagine que pour est-ce que c'est une phrase qui est entendable par tes managers à toi? Tiens, je vais laisser brûler des incendies. Et comment tu la vends cette idée de laisser brûler un incendie? En fait, c'est mon CEO. Donc là, à l'époque, et toujours, je reporte à Nicolas Brusson, le CEO de BlaBlaCar, et c'est lui qui m'a dit non, mais attends, en fait, Olivier, là, t'es en train de te noyer dans les incendies. Ça marche pas du tout ensemble, mais t'es en train de te noyer dans tous les problèmes très court terme que t'essayes de résoudre et qui sont des vrais problèmes, des problèmes importants, mais tu le fais au détriment de où est-ce que l'équipe engineering de BlaBlaCar sera dans 6 mois, dans 9 mois et dans 12 mois. Et donc c'est lui qui m'a dit attends, en fait des zooms, peut-être des zooms trouvons un moyen de te sortir la tête de l'eau. Et oui, en fait, peut-être qu'il y a des choses qu'il va falloir, il faut accepter. Il faut choisir ses batailles. Ça, c'est un truc que depuis moi je dis plus, mais je disais à l'époque, mais c'est plus facile de le dire que de se l'appliquer à soi-même. Mais il faut choisir ses batailles. Et donc, quelles sont les batailles qu'en fait je vais pas prendre maintenant? Peut-être je les prendrai jamais parce que quand je reviendrai dessus, ce sera plus vraiment un sujet ou ce sera plus un problème. Mais donc à l'époque c'est mon manager qui m'avait aidé à dézoomer et à accepter qu'il y avait des problèmes très opérationnels, très court terme que je résoudrais pas, et c'était pas grave. Alors ça pourrait être un mot de la fin, tu vois, tellement la phrase est belle, mais on en est qu'au début. On va continuer. Et du coup, moi, une des questions que je pose souvent au démarrage du podcast, bon là on a déjà pas mal parlé, mais j'aime bien démarrer en demandant aux invités s'ils ont 3 moments, 3 souvenirs, anecdotes ou moments forts ou tournants dont ils peuvent nous parler dans leur carrière, ou des événements perso qui ont impacté le pro. Voilà, ça peut être. Est-ce que tu aurais 2-3 moments?
Ouais, j'en ai probablement plus que ça, mais maintenant il faut que j'en choisisse, il faut que je choisisse les bons. Non, mais donc on parlait à l'instant de ce moment chez Blablacar où effectivement mon manager m'avait aidé à lever la tête et à prendre une grande respiration, à un peu regarder autour. Et ça, je l'ai eu chez Apple aussi. À un moment où j'avais une très grosse équipe qui me reportait, je crois que j'avais 16 personnes qui me reportaient en direct, ce que je conseille à personne et qui est pas soutenable sur la durée. Et où pareil, en fait, je me suis retrouvé un peu au four et au moulin, à essayer de gérer trop de choses à la fois et et je crois à un moment à perdre. En fait, je crois qu'on finit par perdre sa lucidité parce que on essaie de faire trop de choses à la fois et du coup, on se retrouve à perdre beaucoup d'énergie, à peut-être résoudre des problèmes à, je dirais, faible valeur ajoutée ou en tout cas à être moins bon à prioriser les différents sujets. Donc ça, je l'ai vécu aussi chez Apple. La solution, du coup, c'est chez Apple, t'as perdu la moitié de l'équipe ou t'as mis deux managers qui te reportent? Alors chez Apple, la solution, elle était en train d'arriver parce qu'on avait identifié dans l'équipe 2 personnes qui avaient envie de monter sur des rôles d'engineering manager, etc. Et donc il y avait un côté un peu temporaire et il fallait que j'arrive à tenir sur suffisamment longtemps que ces personnes soient prêtes. Et en l'occurrence, le but, enfin, on avait déjà fixé la timeline, donc j'avais aussi déjà à cette époque-là, j'avais la lumière au bout du tunnel, mais bon, il fallait quand même arriver au bout du tunnel pour profiter de ça. Mais ouais, en fait, je me souviens, je crois rétrospectivement, ouais, je crois que j'étais pas loin du burn-out, et donc c'est toujours intéressant tiens. Pourquoi est-ce que je suis capable de le dire rétrospectivement, mais sur le moment, t'es pas du tout capable. Et encore une fois, je crois qu'on perd un peu sa lucidité dans ces moments-là parce qu'on est juste le nez dans le guidon à se dire non, mais il faut surtout pas que j'arrête de pédaler parce que sinon le monde va s'écrouler. Non, le monde va pas s'écrouler. Et peut-être d'ailleurs, tu serais plus efficace, Olivier, si t'arrêtais de pédaler comme un forcené. Mais ça, en fait, je crois, on perd complètement cette lucidité-là. Et en fait, moi, dans ces 2 cas-là, où j'étais un petit peu dans le dur, moi, je regrette pas de m'être accroché parce qu'effectivement, avec l'aide de mes managers, de mon équipe, des gens qui m'ont entouré, soit de manière très directe, soit parfois indirecte, famille, amis, etc. À un moment, je pense qu'il y a à chaque fois un peu un événement de tiens, il y a un peu ce que les Américains appellent le wake up call de tiens, en fait là ça fonctionne pas, il faut changer un peu il faut changer de schéma organisationnel, il faut changer de manière de voir les choses. Donc dans le cas avec Blablacar, c'était clairement Nicolas, mon manager de l'époque, qui m'a dit non mais attends, en fait là ça continuera pas à fonctionner comme ça et en fait là t'es juste en train de te cramer pas sur les bons sujets et ce qui m'intéresse, moi, pour Blablacar, c'est pas ce qui va se passer dans les 2 prochaines semaines, mais c'est ce qui se passe dans les 9, 12, 18, 24 prochains mois. Donc, ton manager, à ce moment-là, était un très bon manager. Ouais, quoi. Oui, je pense mais c'est marrant parce que j'ai eu du mal à entendre ça. Moi, j'étais là, non, mais la prod, il faut que la prod, elle tienne. Et oui, mais en fait, la prod, elle allait pas, les serveurs allaient pas se mettre à brûler, pour le coup, physiquement, parce que je m'occupais pas de telle équipe ou parce que j'allais pas résoudre tel problème. Donc il avait raison. Oui, c'est vrai, la prod, il faut qu'elle tienne, mais en fait, la prod n'était pas en train de cramer au point qu'elle avait besoin de mon attention à moi, qui est même pas une expérience de DevOps digne de son. Donc je crois qu'il avait raison, mais j'ai eu du mal à l'entendre. Parce qu'encore une fois, je crois que dans ces cas-là, on n'est pas très lucide, on perd un peu de sa lucidité. Ouais. Je rebondis sur Apple parce que t'en as parlé un petit peu et comme un moment fort. Chez Apple, tu passes une petite paire d'années. T'as eu quel un peu plus, ouais. Un peu, ouais. J'ai passé 13 ans chez Apple. Quels ont été tes rôles? Sur quel projet t'as bossé? Ouais. Chez Apple, moi j'ai fait un stage de fin d'études en 2004. Ah ouais, sortie d'école. Ouais. Ok. À Cupertino. Donc 2004, il y avait l'iPod, il y avait pas l'iPhone, il y avait le Mac et il y avait l'iPod, et j'ai fait mon stage de fin d'études
en Californie, dans l'équipe qui à l'époque localisait, donc traduisait entre guillemets le système d'exploitation du Mac en français et dans les 16 ou 20 langages que le Mac supportait à l'époque. Et c'était assez marrant, c'était un boulot d'ingénieur. Enfin, c'était construire les outils qui permettaient de faire tout ça de manière automatique, d'augmenter la qualité des traductions et quelle est l'expérience d'un utilisateur français, soit français de France, soit franco-canadien, québécois, parce que c'est différent, quand il utilisait un Mac à l'époque. Et ça englobe tout, hein. Donc il y a la partie clairement langue, mais il y a la partie quels sont les formats de date, les formats d'heures, les métriques, etc., etc. Donc voilà, avoir un peu cette perception là, ouais, et aider à améliorer la qualité pour ces utilisateurs là. Je suis rentré après en France où j'étais embauché dans l'équipe de R&D qu'Apple avait à Paris, enfin et a toujours à Paris, et qui bossait à l'époque sur iSync, donc qui est un logiciel dont personne se souvient et c'est très bien, mais en fait c'était le logiciel qui à l'époque permettait de synchroniser ton téléphone Nokia et Sony Ericsson et d'autres, mais qui étaient les meilleurs téléphones de l'époque, et synchroniser les contacts, les calendriers, etc. Et donc voilà, c'était avant l'iPhone, c'était ça, hein, c'était je branchais mon téléphone, ou c'est les débuts du Bluetooth, donc on faisait ça en filaire USB ou en Bluetooth. Mais je veux avoir tous mes contacts sur mon téléphone, comment je fais? Je veux avoir mes calendriers sur mon téléphone, comment je fais? Donc une petite équipe qui s'occupait de ces sujets de synchro. Et après, donc j'ai fait pas mal de trucs. Mais j'ai toujours eu chez Apple un peu ce tropisme de la synchro des données des utilisateurs. Comment est-ce que on fait pour que l'utilisateur il retrouve ses données sur tous ses devices, que ce soit le Mac, l'iPhone, l'iPad, l'Apple Watch, l'Apple TV. Comment est-ce que je fais pour que il retrouve ses contacts, ses calendriers? Donc j'ai bossé pas mal sur iCloud. Et Apple est pas trop mauvais pour faire ça, quoi. Alors c'est marrant, t'es la deuxième personne qui me dit ça cette semaine, et à chaque fois je rappelle aux gens que bah ouais, mais en fait Apple s'est planté plusieurs fois avant d'arriver à faire quelque chose qui marchait. Mais non, et c'est très bien que les gens s'en rappellent plus, mais MobileMe, c'était mais en interne et en externe, tout le monde est d'accord pour dire que c'était un lancement raté. Ça marchait pas, les contacts des gens étaient dupliqués, tripliqués, etc. Et il y a eu une longue histoire, mais je crois qu'effectivement on a oublié. On a oublié, ou en tout cas aujourd'hui ça marche bien. Peut-être que j'y suis un peu pour quelque chose, mais ouais, donc j'ai passé pas mal d'années, et notamment donc 2012, donc 2004 j'ai fait mon stage à Cupertino. 2005-2012 j'étais en France, à Paris dans les bureaux. C'est là, enfin au début j'étais software engineer, hein, je codais. Je suis passé engineering manager, et en 2012 je suis parti aux États-Unis, et j'y suis resté 5 ans jusqu'en 2017. Et voilà, vraiment sur la période 2012-2017, c'était le moment où je bossais avec une équipe qui s'occupait de tous ces sujets de synchro des données des utilisateurs avec iCloud, et qui donc maintenait un certain nombre de projets qui étaient ensuite compilés dans tous les systèmes d'exploitation qu'Apple faisait. Depuis l'Apple Watch pour le plus petit et le plus contraint, jusqu'au Mac pour le moins contraint. Et du coup, les contraintes techniques liées à ça, les grosses contraintes techniques que tu as rencontrées? L'Apple Watch, c'était notamment les premières versions, elles étaient très contraintes dans toutes les directions. Contrainte sur le CPU, contrainte sur la RAM, et du coup comment est-ce que tu fais tourner du code qui à la base avait plutôt été écrit en Objective-C, avait été écrit pour le Mac et l'iPhone, donc il y avait des vraies contraintes de perf. Résolu comment? Vous n'avez pas écrit en Objective-C, du coup? Enfin, vous avez écrit... Si, mais il fallait être très rigoureux sur typiquement gestion de la mémoire, gestion des priorités des threads, etc.
on a beaucoup bossé sur la perf avec les outils, les outils qui sont aussi à la disposition des développeurs. Hein. C'est Apple de ce point de vue-là. Il y avait une très forte culture chez Apple de ce qu'on appelait en interne le dogfooding, c'est-à-dire c'est l'idée qu'on utilise nos propres produits au jour le jour, et donc c'était vrai pour les outils développeurs, Xcode et tous les outils qu'Apple met à disposition des développeurs d'app. C'était vrai aussi des systèmes d'exploitation. En fait, une partie de mon métier, c'était tous les matins d'installer sur mon téléphone, mon iPhone, la build du jour, avec un OS en développement, avec des nouvelles features qui étaient en train d'être ajoutées petit à petit. Et de tester tout ça. Et de tester tout ça, de rentrer des bugs, des tickets, s'il y avait des choses qui marchaient pas, y compris si c'était pas des choses qui étaient sur les projets dont moi j'avais la charge. Hein. Ça pouvait être, j'ai essayé de passer un coup de fil, ça a pas marché, mon téléphone a rebooté, etc. Ça pouvait être, là il est 11h du matin et j'ai perdu 80% de ma batterie, comment ça se fait? Il doit y avoir un bug dans une des apps du système, etc. Donc ça fait complètement partie en tout cas ça faisait, maintenant je commence à utiliser le passé parce que ça fait un moment que j'en suis parti. 4-5 ans, ouais. Ça fait 4 ans, ouais. Mais en tout cas ça faisait, et je crois que ça fait toujours partie de la culture de la maison, et moi j'ai beaucoup apprécié cet aspect-là. Quand tu parles de la culture de la maison, on avait parlé un peu d'Apple avant, et puis tu as mis le doigt sur quelque chose que je trouvais assez intéressant. Bon, à l'heure où on est quand même dans les méthodologies agiles, Scrum, de l'itérativité, avoir une version fonctionnelle de tes applis à chaque fin de sprint, enfin tu peux faire du click button sans prod. Chez Apple, culture résolument différente en fait. Des cycles de développement et de release différents, quoi. Ouais, en tout cas, oui et non. C'est vrai, et c'est assez fondamental que Apple en fait ne release un nouveau système d'exploitation que, on va dire, entre 2 et 5 fois par an. Et je dis entre 2 et 5 parce qu'en fait la plupart des releases, c'est quand même des releases de sécurité qui permettent de patcher des vulnérabilités qui ont été découvertes dans les composants du système. Mais des grosses releases où il y a vraiment des nouvelles fonctionnalités, en gros il y en a 2-3. Il y en a une là probablement en septembre-octobre avec la non mais en fait ça fait 10 ans que là pour le coup j'ai aucune information et je fais juste que dupliquer ce qui s'est passé les 10 dernières années. Mais donc l'iPhone et l'Apple Watch aujourd'hui, chaque année il y a un nouveau modèle qui est annoncé en septembre-octobre. Et c'est là-dessus qu'est alignée la version majeure des systèmes d'exploitation, donc iOS 15, qui a été présenté à la conférence des développeurs en juin, et qui en fait rentre entre juin et septembre-octobre dans un cycle de convergence. Donc on arrête de rajouter des features et c'est juste fixer les bugs pour que fin septembre en fait le système d'exploitation soit prêt à être shippé avec le nouvel iPhone. Donc voilà, il y a un peu ce rythme-là, et après il y a une deuxième release en gros au printemps avec souvent les mises à jour d'iPad qui va correspondre à la release 0.5 pour iOS. Donc enfin il y a quand même ce rythme-là qui a été qui aujourd'hui est bien en place. Ouais. Et c'est vrai que le but des équipes logicielles chez Apple, c'est que, je dirais avec une régularité de métronome, tous les 6 mois, il y ait un OS qui soit suffisamment stable et de bonne qualité pour shipper avec le hardware. Parce que à la base, bah oui, Apple, c'est un vendeur de hardware. Le software, il est donné entre guillemets avec le hardware. Il est là pour supporter le hardware. Mais on n'achète pas iOS sur l'App Store, on achète un iPhone et iOS et les mises à jour viennent avec. Donc oui, Apple est un vendeur de hardware et du coup, je crois, a organisé ses process de développement autour de ces contraintes hardware. Et effectivement, ça veut dire que, en tout cas en externe, on ship, on envoie aux utilisateurs d'iPhone, d'iPad, de Mac des releases assez peu souvent,
et que on n'est clairement pas dans les méthodes Scrum de toutes les 2 semaines c'est parti, il y a une mise à jour et tout le monde. Alors en externe, alors voilà, mais en interne, ça se passe comment? Et c'est pour ça que je dis parce que après en interne, le but c'est effectivement d'avoir pratiquement tous les jours, enfin ou en tout cas tous les jours de la semaine, le matin, il y avait une nouvelle build de la version d'iOS qui était en cours de développement, de la version de macOS en cours de développement. Et que les équipes d'ingénieurs en interne installaient sur les machines qu'ils allaient utiliser pendant la journée. Mais voilà, mais pour le coup, ces builds-là en interne, elles avaient régulièrement des bugs. Parfois, il y en avait qui étaient même pas installables, c'est-à-dire tu l'installes et puis en fait ton téléphone il boot pas. Et donc voilà, c'est un autre niveau de qualité. Ouais. Donc voilà. C'est vrai que quand on y pense, entre 2 et 5 releases et souvent pour des patchs de sécurité, enfin c'est rien. Ouais. Enfin peu de failles de sécurité en fait. Il y a des clés ou des pratiques qu'il y avait côté engineering justement pour se blinder niveau sécu. Alors il y a un très gros travail qui a été fait depuis le début de l'iPhone, clairement, sur comment on construisait la plateforme iOS comme étant une plateforme qui soit sécurisée, avec du coup une sandbox, avec plein de bonnes pratiques à la fois en interne pour les développeurs d'app, etc., qui permettent de, on va dire en tout cas, limiter la surface d'attaque pour les devices. C'est pas parfait, on voit que régulièrement il y a quand même des vulnérabilités qui sont trouvées, certaines probablement qui sont exploitées, mais oui, il y a une forte culture de la sécurité, et aussi, et pareil, hein, là c'est si je reviens à Apple vend du hardware, et c'est ça qui permet à Apple de s'être mis un peu en position de champion de la privacy, champion de non, moi j'ai pas besoin d'avoir les données des utilisateurs, parce que à la fin le revenu, le chiffre d'affaires, il vient des ventes de hardware. Mais c'est vrai que du coup Apple a beaucoup investi là-dessus sur on ne va pas avoir accès aux données des utilisateurs, même on ne veut pas. Enfin, et donc typiquement par exemple Apple ne peut pas déchiffrer par exemple les mots de passe des utilisateurs sur un iPhone que la police lui amènerait. Apple peut pas. Non. Du coup, et Apple s'est mis en position de ne pas pouvoir. Apple a fait beaucoup de travail pour pouvoir dire au FBI, à la police. Désolé, je peux pas. Je ne peux pas. On en avait pas mal parlé au moment de la fusillade de San Bernardino aux États-Unis, parce que le tueur avait un iPhone. Et le FBI aurait adoré pouvoir accéder à... Et je crois qu'ils ont réussi à le faire parce qu'il y a d'autres boîtes qu'Apple qui avaient identifié et exploité des vulnérabilités qui ont permis de contourner le passcode. Mais à la base, en fait, Apple, même avec le téléphone sous la main, ne pouvait pas déchiffrer ça. J'enregistrais Frédéric Rivin il y a quelques semaines, qui du coup qui a des petites problématiques un peu similaires, justement on veut pas les mots de passe, zéro knowledge architecture. Il y a des architectures des architectures particulières, des choses particulières pour. Et est-ce que ça crée des contraintes techniques ou fonctionnelles de se mettre en position de, moi j'ai pas les données en fait. Ah, plein. Ouais. Non, mais en fait, la plus évidente, c'est par exemple, donc moi j'ai beaucoup bossé sur iCloud et sur tout ce qui est synchro des données de l'utilisateur entre ces différents devices et avec iCloud. La réalité, c'est que, en fait, par exemple, Apple ne fait aucun processing des photos qui sont synchronisées entre les différents devices de l'utilisateur, ne fait aucun processing sur le cloud. Tout est fait en local par les devices eux-mêmes. Et oui, c'est évident que ça rajoute des contraintes, parce qu'il y a plein de choses qui sont plus faciles à faire sur le point central du serveur, par opposition à le faire, voire même le faire plusieurs fois, une fois par device, parce que l'iPhone va faire un truc, le Mac
qui est peut-être dans une autre version de l'OS va faire quelque chose, etc. Donc il y a toutes ces contraintes là, ouais, elles sont réelles. Et après il y a effectivement il y a toute une architecture qui est absolument intentionnelle de comment on chiffre les données de l'utilisateur, avec quelles clés, où sont stockées ces clés-là, où sont-elles stockées pour qu'elles soient récupérables par l'utilisateur, mais pas par Apple, et encore moins par le FBI qui saisirait les serveurs. Non, mais en fait, tout ça, c'est des use cases auxquels les équipes d'Apple, de sécurité d'Apple, que je connais bien et avec lesquelles j'ai beaucoup apprécié travailler, tout ça, c'est des scénarios auxquels ces équipes-là réfléchissent pour justement se mettre dans une situation où c'est non, en fait, on doit pouvoir être capable de répondre non à ces demandes de la justice, parce que et parfois on le fera même dans des circonstances où ce sera douloureux et où ce sera pénible, parce que oui, en fait, quand il y a une fusillade, tout le monde a envie de retrouver le coupable, tout le monde a envie d'être capable de comprendre ce qui s'est passé, s'assurer qu'on trouve bien le coupable, etc. Mais en fait, c'est une pente tellement glissante que il faut ouais. En fait, c'est un débat. C'est un débat récurrent, notamment avec aux États-Unis, sur est-ce que les vendeurs de type Android, Google avec Android, Apple avec iOS devraient avoir une backdoor qui leur permettrait d'accéder aux données des utilisateurs pour ces cas où le FBI a besoin d'accéder. En fait, ça me paraît évident que la bonne réponse c'est non. En fait, il faut accepter qu'on n'a pas cette backdoor, et ça n'existe pas une backdoor secure. C'est pas vrai que s'il y a une backdoor, elle sera utilisée que pour le FBI. Donc en fait, il faut accepter de pas en avoir. Ok. J'ai une petite question. J'ai passé un petit coup de fil à quelqu'un de tes équipes, qui bosse chez Blablacar ce matin. Je fais un petit coucou à Kevin Agiri, et je lui dis tiens, voilà, j'enregistre avec Olivier Bonnet cet après-midi. Je lui dis tiens, est-ce que toi, il y aurait une question que tu aimerais lui poser? Donc du coup, il m'a répondu voilà, tiens, moi ce qui m'intéresse vraiment, c'est un peu le parcours chez Apple. Tu as répondu à certaines interrogations là, mais dans ces interrogations, c'était aussi voilà, moi ce qui m'intéresserait de savoir, c'est quel est le rapport entre les techs et le métier? Est-ce que chez Apple, avec une culture différente, est-ce qu'il y a des rapports entre la tech et le métier qui sont différents par rapport à des boîtes françaises? Qu'as-tu retiré de ton expérience dans une boîte américaine et que tu as importé ou dont tu te sers chez Blablacar aujourd'hui? Mais voilà, plutôt dans le côté rapport équipe tech métier. Ouais. Alors c'est une très bonne question, parce qu'en fait la réponse elle est un peu étonnante, mais chez Apple il n'y avait pas de product manager, il y avait des ingénieurs et des designers, et finalement je crois que les deux populations ensemble faisaient le boulot de product management, c'est-à-dire de concevoir le produit, le tester, etc. Et finalement, en fait, il y avait du coup, en fait, et si je réponds vraiment à la question de Kevin, en fait, il y avait très peu de contact entre les équipes engineering et business chez Apple, parce que les équipes business, c'est des équipes sales ou des équipes product marketing, mais en fait, elles étaient beaucoup moins présentes que aujourd'hui elles le sont chez Blablacar. En fait, j'ai découvert ce que c'était qu'un product manager, et j'ai beaucoup apprécié le rôle du product manager, mais je l'ai découvert en arrivant chez Blablacar. Finalement, c'est très étonnant, quoi. Ouais. Du coup. Ouais. Et oui, enfin, et donc après, donc passer l'instant de surprise, en fait, ça a du sens, parce que j'ai toujours bossé chez Apple sur des projets où en fait j'étais l'utilisateur et j'étais d'un certain point de vue la cible, et donc en fait je crois que c'est plus facile de faire un peu cette partie product management sur un produit que tu utilises, mais ça reste quand même assez étonnant en fait comme choix. Je crois que je crois que c'est moins vrai. Je crois qu'ils ont commencé à introduire des product managers parce que oui, il y a besoin de développer une vision un peu long terme. Il y a besoin de s'assurer qu'on est bien au contact des utilisateurs, et honnêtement, peut-être ça c'est
suis pas du tout sûr d'avoir fait un bon boulot en tant que product manager des produits dont j'avais la charge. Parce que je pense que oui, on a tous naturellement tendance à prioriser nos use cases de tiens, moi j'ai envie de pouvoir faire ça avec mon iPhone et c'est à la fois super de pouvoir avoir un impact aussi direct, mais c'est facile aussi d'avoir des angles morts complets et de pas se rendre compte que non. La plupart des utilisateurs d'iPhone, ils ont pas mon profil, ils sont pas français, il y en a la moitié, c'est des femmes, la plupart, etc. Et donc qui suis-je pour effectivement savoir comment les utilisateurs utilisent les fonctionnalités que moi je suis en train de développer. Donc j'apprécie beaucoup ce que les équipes product chez BlaBlaCar amènent parce que justement il y a besoin de qu'est-ce que ça veut dire de prendre un BlaBlaCar en Russie, qu'est-ce que ça veut dire de booker un siège pour un covoiturage au Brésil. En fait si je le sais parce que je m'y intéresse, mais naturellement c'est clairement complètement différent de quelle est l'expérience que si je fais un Paris-Lyon en BlaBlaCar avec en France. Donc c'est important de se rappeler et d'avoir un peu cette humilité de non mais en fait peut-être que ce qui marche bien pour moi ça marche pas bien pour d'autres utilisateurs qui ont des profils ou qui sont dans des géographies très différentes, et je crois que c'est important que le product manager soit là pour rappeler un peu cette leçon d'humilité. T'as pris un exemple, c'est venu du tac au tac. Qu'est-ce que c'est que prendre un trajet, enfin voilà, t'as pris l'exemple de la Russie, ouais. La BlaBlaCar, ça enfin j'imagine. Ah non, c'est pas par hasard. C'est pas tout à fait par hasard. Il y a des sujets qui vont avec. Non, mais la Russie, c'est notre plus gros pays. C'est le plus gros pays de Ouais. D'accord. Et c'est à la fois c'est le plus gros aujourd'hui, mais c'est celui qui croît le plus vite. Et c'est un pays qui a des enjeux très différents en termes d'usage, de fraude, le rapport des gens avec leur voiture, de quelles sont les distances entre les grandes villes, etc. Donc c'est pour ça que je l'utilise. C'était à dessein. Et Brésil, pareil, c'est un des gros pays qui cartonne en ce moment et où on voit l'usage exploser. Quand tu dis fraude, c'est fraude à l'utilisation normale de BlaBlaCar, du coup? Ouais, on voit plein de choses. Il y a beaucoup d'innovations. On voit plein de choses, mais typiquement, c'est des conducteurs qui posent des trajets et qui essayent de faire payer les passagers en dehors de la plateforme et qui après en fait se pointent jamais au lieu de rendez-vous. Mais c'est des arnaques. En fait, c'est des arnaques comme probablement, il y en a sur toutes les plateformes, places de marché, il y en a sur Le Bon Coin, il y en a sur. Et donc, comment on gère ça? Et on en a vu un peu dans tous les pays, mais clairement la Russie, ils ont, je crois qu'il y a un. J'en discutais avec un employé BlaBlaCar qui est en Russie et qui disait oui, ça fait un peu partie de la culture de la débrouille et de en fait on va se retrousser les manches et on va se débrouiller, on va essayer de hacker un peu le système. Et les volumes qu'on a en Russie, ils sont intéressants, mais les volumes de fraude, ils sont aussi, ils sont pas négligeables. Du coup, c'est c'est quoi les impacts techniques ou j'imagine pour identifier les fraudes, ouais. Un peu, c'est quoi les enjeux techniques, les choses que tu dois mettre en place toi derrière, comment ça t'impacte? Ouais, je peux te donner quelques exemples. Donc par exemple, il y a un cas typique, c'est l'utilisateur le fraudeur va utiliser notre messagerie interne pour essayer d'en sortir et essayer d'avoir le numéro de téléphone en direct du passager ou du conducteur pour ensuite pouvoir finalement lui parler, le rediriger, se mettre d'accord avec lui un peu en dehors de la plateforme. Et nous, à l'inverse, on essaye d'éviter ce contournement de la plateforme, donc éviter que essayer de voir si les conducteurs et passagers sont en train d'essayer de s'envoyer le numéro de téléphone, parce que justement, on sait ou de s'envoyer un numéro de téléphone, une URL, parce qu'on sait que c'est dans ces cas-là en fait que si l'un des deux a une mauvaise intention, il pourra, je dirais un peu sortir de nous toutes les limites ou toutes les défenses qu'on peut mettre. Il y a des utilisateurs qui scriptent nos API pour créer des faux comptes, leur donner des ratings, etc. Donc c'est comment on détecte ces utilisateurs-là.
Qu'est-ce qu'on a comme c'est rigolo ça déjà comme il y a utilisation de cartes de crédit volées et donc après 2 jours après il y a la banque de la carte de crédit qui nous fait attendez en fait là il va falloir nous rembourser donc qu'est-ce qu'on met en place pour limiter ça etc. Donc il y a plein de cas d'usage beaucoup d'inventivité. Et donc du coup faut identifier le plus vite possible. En fait faut comprendre ce que les gens essayent de faire avec la plateforme et pourquoi est-ce que par exemple du coup, typiquement, il y a toute une population qui essaye de récupérer des comptes de conducteurs et de passagers existants qui ont déjà des ratings, où du coup c'est plus facile d'arnaquer des gens parce que vu qu'ils ont des ratings, un historique, c'est des comptes auxquels les gens font plus confiance. Ouais. Donc du coup, il y a des attaques typiques dictionnaire, brute force sur nos API de login, etc. Donc en fait, il y a vraiment toute la chaîne. C'est comprendre ce que les gens essayent de faire et pourquoi est-ce que ça les intéresse d'attaquer la plateforme. Et du coup, après, à chaque étape, se dire, tiens, comment je fais pour leur rendre la vie plus compliquée? On sera jamais 100% safe. En fait, la seule manière d'être safe, c'est de pas avoir d'utilisateurs, parce qu'en fait, ou bien il faut accepter de mettre tellement de contraintes que finalement, pour un utilisateur de bonne foi, ça devient une horreur, parce que il faut vérifier 4 fois, on est délogué en permanence, etc. Et donc il y a un vrai sujet de décider quel est le bon équilibre pour embêter les fraudeurs au maximum en laissant tranquilles les usagers normaux, les usagers de bonne foi. Et c'est une discussion de tous les jours mais clairement avec la nécessité de bien comprendre la chaîne complète, parce que souvent c'est en plusieurs étapes. C'est tiens, je vais essayer de récupérer un compte existant par une attaque par exemple brute force. Du coup, une fois que j'ai ça, je vais poster des faux trajets, etc., mais comprendre toute la chaîne pour être capable de la démonter de manière efficace. Ok. On a dérivé un petit peu en jouant un petit peu sur Blablacar. Poste que tu prends, tu arrives chez Blablacar, tu prends le poste de CTO directement ou il y a une phase oui et non. En fait, je prends un poste de VP Engineering et à l'époque, donc c'était Francis Napez, le cofondateur et CTO original. Mais en fait, dès mon arrivée, Francis, et ça faisait partie un peu des discussions qu'on avait eues. En fait, Francis, lui, il avait envie de partir faire d'autres choses. Et donc, en fait, il m'a donné les clés. Il m'a dit, écoute, Olivier, je serai là chaque fois que tu auras besoin de moi. Mais sinon, en fait, maintenant, c'est toi le patron. Donc, en fait, dès le début, je sais que les clés sont pas loin, quoi. Alors, je sais que Francis a toujours été là et c'est marrant parce qu'au bout de quelques mois, il continue à répondre à mes questions, mais à chaque fois, il me disait, mais tu sais, en fait, je crois que tu sais mieux que moi et il faut à ce stade, il faut que, je pense pas que je peux vraiment t'aider, mais dès le départ, clairement, je reportais à Nicolas Brousson, déjà, je reportais au CEO et j'avais le management de toutes les équipes techniques. Donc en fait, on a officialisé ça et il y a un peu plus tard, au bout de 18 mois ou 2 ans, et j'ai pris le titre de CTO, mais la réalité opérationnelle day-to-day, c'était que j'étais responsable de toutes les équipes dès le début. Et du coup, là, pour se donner un ordre d'idée, parce que là, je crois à date, CTO de Blablacar, il y a 250 personnes. Ouais, 240, 250, ouais. Il y a 4 ans, c'est quoi la situation et c'est quoi le gap que tu fais entre, entre tes fonctions de manager chez Apple et Blablacar, le poste est plus le même là. Non, il est plus le même pour plein de raisons. Il y a 4 ans, je pense qu'on était à peu près 80, peut-être un peu plus, 90 dans les équipes engineering. Je crois les deux gros changements. Donc, pour comparer, mon poste précédent chez Apple, je manageais environ une 50aine de personnes. J'avais 4-5 managers qui me reportaient en direct. Donc c'était même ordre de grandeur, mais par contre, clairement pas les mêmes. Je dirais pas la même panoplie de techno et de problématiques. Moi, dans mes équipes chez Apple,
tous les ingénieurs qui bossaient pour moi, en fait, ils bossaient sur le côté client. Aucune de mes équipes n'a jamais écrit de code serveur, par exemple. Alors qu'en fait, aujourd'hui, 80% des problématiques qu'on a chez BlaBlaCar, c'est des sujets de comment on fait évoluer notre back-end, etc. DevOps, je savais pas ce que ça voulait dire. En fait, il y avait plein de sujets sur lesquels je le savais bien, donc c'est plus facile dans ces cas-là, mais où en fait, je découvrais complètement les problématiques là. Et après, le deuxième sujet, c'était effectivement, je devenais chez BlaBlaCar, je devenais un peu le représentant de l'équipe engineering, et donc il fallait que j'articule un peu quels étaient les problèmes engineering et pourquoi, par exemple, telle chose était compliquée, telle autre chose était peut-être beaucoup plus simple. Pourquoi est-ce qu'on n'arrivait pas à faire telle évolution du produit, ou pourquoi est-ce que ça allait nous demander d'abord peut-être une refonte ou une réarchitecture d'une partie de la plateforme, etc. En fait, chez Apple, j'étais un ingénieur entouré de milliers d'ingénieurs, et donc en fait on peut avoir dans ces cas-là des discussions de purs ingénieurs, de pourquoi est-ce que ça va nous prendre 6 mois? Ah ben c'est parce que tel module et telle chose, et il y a telle hypothèse qui a été faite entre ces deux sous-systèmes, etc. Ben en fait il faut arriver à articuler ces contraintes-là et à les faire un peu toucher du doigt par des gens qui ont jamais fait de développement logiciel. C'est pas évident en fait au début, parce que oui, je crois que le logiciel, même pour des gens qui sont ingénieurs, mais ingénieurs qui ont fait de la physique ou etc., c'est pas tout à fait la même chose en fait. Il y a un peu des spécificités du logiciel qui sont pas complètement évidentes à articuler pour des gens qui en ont pas fait leur métier en fait. Et donc du coup, chez BlaBlaCar, quand tu prends le poste, t'as plein de pas mal de challenges. Enfin, t'arrives 80 personnes, t'as de la croissance à gérer. En 4 ans, c'est x3 les équipes. Ouais. Il y a eu des rachats. Il y a eu. Je me suis pas emmerdé. Ça, t'es quoi les gros sujets, les grosses fiertés je crois que donc il y a eu plein de gros sujets, mais je crois que la chose dont il y a deux choses dont je suis particulièrement contente. Il y en a une, c'est celle dont on parlait. C'est en fait, je crois que quand je suis arrivé, il y avait un peu cette image chez BlaBlaCar de engineering, ça a l'air compliqué. Ils passent beaucoup de temps à faire des trucs, on comprend pas bien ce que c'est, on n'en voit pas trop le bout. Ah oui, on nous parle d'une migration d'un monolithe, mais on comprend pas bien ce que ça veut dire. Et donc arriver un peu à remettre, encore une fois, beaucoup de pédagogie, d'évangélisation, notamment avec le comité exécutif de la boîte, pour que ils puissent un peu toucher du doigt tiens, là c'est dur et ça fait mal, et du coup on met du temps, et il va falloir qu'on investisse de manière assez significative pour peut-être pour changer telle partie du système. À l'inverse, là, on est sur des choses plus récentes et qu'on est capable de faire évoluer facilement. Mais donc, raconter un peu ces histoires-là. Et en parallèle, justement, en fait, faire les investissements d'un point de vue engineering, les migrations, grosses migrations, qui permettaient un peu de débloquer certaines parties du système qui avaient, qui avait le problème de toutes les startups qui ont eu du succès que j'ai vu. En fait, c'est toutes les startups qui ont eu du succès. En fait, il y a deux types de startups. Il y a celles qui sont mortes avant d'avoir eu des problèmes de dette technique. Et il y a les autres, celles qui ont eu du succès et qui, du coup, il y a un moment où, quand les utilisateurs viennent sur la plateforme, on a envie de les accueillir, et donc on va faire ce qu'il faut pour que ça marche. Et des boîtes qui ont explosé, toutes les boîtes qui ont explosé en termes d'usage, en termes de business, en fait, c'est des boîtes qui et c'est pour ça, moi, je dis souvent, c'est un bon problème d'avoir de la dette technique, ça prouve qu'on est vivant et ça prouve qu'on a eu du succès. Mais donc, comment est-ce qu'on gère cette dette technique-là? Comment est-ce que on la raconte à des stakeholders qui ont pas un diplôme d'ingé en software engineering? Et comment est-ce que un peu en mettant un pied devant l'autre, on se remet un peu en mouvement et on arrive à faire évoluer le système. Du coup, comment? En fait, c'est exactement ce que je viens de dire. C'est vraiment, je crois qu'il y a un côté un peu mettre un pied devant l'autre et y aller petit à petit. Je crois que souvent,
et je l'ai vu chez Blablacar, mais je l'ai vu dans plein d'autres boîtes. Je crois que les ingénieurs, ils sont capables de redesigner le système et de dire, ah tiens, si je repartais de zéro, voilà à quoi ça devrait ressembler. Mais après, ils restent bloqués à ce stade-là, ou bien éventuellement, ils demandent la permission de, bon, bah, du coup, maintenant, c'est parti, je crée un nouveau repo Git, et puis, je vais réimplémenter ça avec les bonnes pratiques dans un langage plus moderne, ou dans un langage avec lequel moi je suis plus à l'aise parce que bon, PHP, machin. Et en fait, je crois que suivant la taille, et c'est pas vrai, il y a pas de vérité absolue, mais en fait, je crois que souvent, c'est pas une bonne manière de prendre le problème parce que en fait, en faisant ça, on ignore une partie de la complexité. Et du coup, ce qu'on va réimplémenter sur le côté, ce sera une version trop simplifiée et qui ratera une partie de la problématique business. Et donc la question, c'est plus comment est-ce que je prends mon existant, comment est-ce que je le découpe ou j'en fais des domaines qui vont être plus faciles à faire évoluer. Mais après, il faut qu'en fait, il y a vraiment besoin que les équipes embrassent cette complexité-là et disent bah ouais en fait ce monolithe c'est la merde, chaque fois qu'on essaye de le toucher ça pète, etc. Mais en fait c'est là qu'est la réalité de notre business aujourd'hui, et donc il va falloir que je comprenne comment ça fonctionne, il va falloir que peut-être que je le simplifie avec l'aide de l'équipe produit, de ah tiens il y a tel truc, tel cas très spécial qu'on a ajouté pour à telle époque pour tel use case, est-ce qu'on en a toujours besoin? Ah ben non, mais ça on en a plus besoin. Hop. Et donc comment est-ce que à la fois en partant de l'existant, en le simplifiant, en partant de la vision long terme et en la découpant, en se disant ah tiens comment est-ce que je peux faire évoluer mon système, comment est-ce que on arrive petit à petit il y a un peu un côté divide and conquer, hein. C'est ok, bah en fait telle partie on va attaquer cette partie-là du sous-système, on va la simplifier, la moderniser, peut-être tu vois ah tiens comment est-ce qu'on fait pour faire évoluer la base de données qui est sous le. Donc en fait t'es vraiment dans une démarche de ok j'ai un existant, je veux pas partir sur des refontes, on fait sur le côté puis on décommissionnera plus tard quand on a fait ce qu'on a. Bon, moi je l'ai pas vu, je l'ai entendu à multiples reprises. On fait le truc à côté, on décommissionnera quand ce sera prêt. Puis il y a deux systèmes qui finissent par vivre ensemble. Ouais. Mais du coup, j'ai une petite question qui va derrière parce que l'approche que tu décris là, c'est de dire bah non, on va pas garder l'existant, mais on va vraiment le prendre, éventuellement le découper, le moderniser, mais on fait pas deux trucs l'un côté de l'autre. Ça veut aussi dire vivre avec continuer de vivre avec un existant, avec des technos qui peuvent être un peu vieillissantes, avec une code base qui est pas toujours complètement propre parce qu'il y a quelques années dessus. Est-ce que ça te pose pas des problèmes des fois niveau recrutement ou attirer enfin voilà, les équipes ont grandi, voilà. Visiblement pas, mais du coup maintenant j'essaye de réfléchir à pourquoi. En fait, moi ce qui m'intéresse et un des trucs auquel je suis particulièrement attentif dans le recrutement, c'est il y a la partie soft skills, mais ça on en a parlé. Non, il y a un des trucs qui est important, c'est que les gens je crois que c'est important de pas rejoindre une boîte pour la techno, mais plus pour la mission de la boîte. Et donc c'est sûr, si quelqu'un rejoint Blablacar en disant ah mais moi je veux absolument rejoindre Blablacar parce que j'ai entendu que vous faisiez du Java, je sais pas, peut-être que demain on fera autre chose que du Java, ou à l'inverse s'il venait parce qu'il voulait que faire du PHP, je crois qu'en fait tout ça c'est des gens qui, le jour où pour des bonnes raisons on aura besoin de les faire bosser sur une autre stack technique, en fait ils seront malheureux. Des gens qui viennent en disant non en fait moi j'adore la mission de Blablacar, je trouve ça intelligent qu'on essaye de remplir les voitures, qu'on essaye de faire diminuer les émissions de CO2, qu'on mette en relation des conducteurs et des passagers, etc. Moi j'ai envie d'aider à ce projet-là. En fait ils sont naturellement alignés avec la mission de la boîte, et donc si le sujet c'est en fait là pour retrouver de la vélocité, il faut qu'on aille au fin fond de notre monolithe en PHP, et il va falloir qu'on déconstruise un peu ce truc-là.
bah ouais, c'est des gens qui vont avoir envie d'y aller si on est capable de leur articuler voilà c'est ça la vision, voilà comment on va y aller et vous allez avoir les moyens. En fait, dans le côté d'aide technique, je crois que ce qui, dans mon expérience, qui est démoralisant et démotivant pour les équipes, c'est pas tant le côté j'ai un existant qui est pas exactement celui que j'aurais développé si je reprenais tout de zéro aujourd'hui. C'est plus le côté, c'est quand il y a un peu un déséquilibre et que finalement les ingés ont pas les mains suffisamment libres, ont pas suffisamment de temps pour améliorer l'existant et du coup se retrouvent en permanence un peu comme Sisyphe à juste pelleter, à pousser le rocher et puis quand il arrive en haut de la montagne il redescend et puis on redescend et alors que si c'est ok, en fait voilà, on sait que telle migration elle va nous prendre 12 mois, voilà comment on va la découper, voilà comment on va s'assurer que on arrive à avancer, etc. Je crois qu'en fait ça donne une perspective et ça aide tout le monde à se projeter justement dans ok, comment est-ce qu'on y va. Donc moi parmi les choses où je suis hyper content, c'est effectivement il y a certaines de ces grosses migrations là qu'on a terminées chez Blablacar. Les deux qu'on a terminé là dans les 6 derniers mois, on a complètement migré sur une plateforme cloud publique alors qu'on était on-prem sur nos propres serveurs qui étaient un peu vieillissants, sur un data center qui avait plein de problèmes de réseau, etc. En fait, on a migré toutes nos apps, y compris ce monolithe qui faisait un peu peur à tout le monde à l'époque, et ça s'est hyper bien passé. Et effectivement, on est hyper content d'être chez Google et ça se passe hyper bien à la fois avec les équipes de Google et en interne. Et du coup, en fait, ça fait partie des trucs où les ingénieurs voient bien la différence sur leur qualité de vie au jour le jour. C'est donc il y a ça et la deuxième c'est justement donc on a historiquement un monolithe PHP. Et une des choses qu'on voulait faire pour dans cette idée de comment est-ce qu'on le découpe, comment est-ce qu'on répartit un peu les domaines, c'était avoir des API claires et que tous les front-ends utilisent les mêmes API et donc on a petit à petit réimplémenté tout notre app web en single page app React TypeScript. Et pareil, on l'a terminé récemment. Donc là maintenant, on est dans la partie où on nettoie tout. Et c'est moi c'est la partie que je préfère, où tu vois la fin de l'effort. T'as fait la partie difficile et maintenant c'est toute la partie de simplification de la stack. De tiens, tout ça j'en ai plus besoin. Tout ce système de login, non en fait il a été remplacé par tel autre truc, etc. Donc on est en train de simplifier plein de choses. Mais voilà, mais ça c'est des choses où effectivement ça demande un engagement sur plusieurs mois parce qu'on a mis pratiquement 1 an et demi, 2 ans à faire cette migration SPA. Et je crois pour les ingénieurs qui sont au jour le jour dedans, il faut qu'ils voient la progression et il faut qu'ils aient confiance en l'occurrence dans toute la boîte et dans le leadership pour dire non on va continuer, on va pas parce que je crois que parmi les choses aussi qui arrivent régulièrement dans ces migrations, c'est tiens, on en a fait 60% et là on se rend compte que les 40 derniers pourcents, ça va nous demander encore plus de temps. Non, on arrête ou on le met en pause. Et puis alors là pareil, là c'est le pire cas. En fait, tu te retrouves avec à gérer le double système, etc. Donc je crois que ce qui compte, c'est vraiment arriver à montrer cette progression et ouais. Et même si on n'avance pas aussi vite qu'on voudrait, ce côté un peu, je fais des petits pas et en fait, faire tous les jours des petits pas. Au bout de 6 mois, en fait, on en parcourt du chemin. Je crois que ça fonctionne. Ouais. Juste une question, la vision que tu as du recrutement et justement les fils que tu fais sur les soft skills, enfin sur le fait que pour toi le gros fil c'est être intéressé par le produit et la culture plus que par quelle techno tu veux utiliser parce qu'elle changera peut-être. Est-ce que j'imagine c'est une vision qui est partagée avec toutes les personnes qui recrutent? Du coup, peut-être c'est quelque chose qui réussit de ce point de vue-là? Je crois sur le papier oui. Après dans les faits, je crois que mais en fait surtout, je crois qu'il y a ce côté. Si moi je suis manager et je cherche à recruter 2 devs
et que en fait je crois que j'aurais toujours l'envie de trouver quelqu'un qui est plug and play, qui connaît tous les outils qu'on utilise, qui a déjà programmé dans un environnement très proche de celui de Blablacar. Et donc je crois qu'il y a toujours cette tentation pour le manager qui embauche d'essayer de trouver le profil parfait qui rentre exactement dans la case et où au bout à la fin de la première journée c'est bon, il sera il sera onboardé. Donc moi j'essaye de pousser un peu mes équipes, j'ai challenge pas mal sur attendez en fait on n'arrive pas à embaucher autant qu'on veut et donc et je pense des gens qui ont des expériences et des expertises un peu différentes peuvent apporter quelque chose et effectivement apprendre Java, apprendre comment on déploie des apps chez Blablacar, en fait c'est assez facile, hein. Il y a plein de gens qui l'ont fait avant nous et à l'inverse apprendre comment on collabore ou apprendre comment on s'intègre dans une équipe, comment on donne du feedback, comment on échange des bonnes pratiques, etc. Je crois que ça c'est plus difficile à apprendre si on l'a pas déjà pratiqué. Donc ouais, j'ai vu plein de recrutements dans ma carrière merder au bout de 6 mois, 1 an parce que c'était des gens extrêmement brillants techniquement mais qui avaient pas envie de s'intégrer à l'équipe ou à la boîte et qui étaient pas intéressés par le projet de la boîte et qui en fait on revient un peu sur le sujet tout à l'heure, était non mais moi en fait je veux débugger la garbage collection de Java et je suis là ok, et c'est vrai qu'on a des problèmes de garbage collection avec nos apps Java, mais en fait c'est pas ça le projet. Donc ouais clairement moi je pousse beaucoup et je pousse beaucoup sur ces aspects collaboration parce que oui en fait je crois quelle que soit la taille de l'équipe pour moi le marqueur d'un ingénieur senior c'est qu'il est capable d'aller influencer, discuter, convaincre, créer un consensus autour d'un projet qui peut-être initialement paraît trop compliqué ou est mal embarqué. Et oui, je crois que ça je trouve c'est toujours intéressant quand je vois des ingénieurs prendre un peu un sujet qui est pas bien traité ou pas traité du tout et arriver à un peu le mettre en mouvement et le faire avancer. Je rebondis sur un truc que t'as dit du coup, ça fera partie des dernières questions. T'as dit c'est pas le projet de la boîte et du coup je rebondis le projet de Blablacar. Alors du coup fonctionnellement dans un an ou 2 ans, c'est quoi les features à gros enjeux voilà que vous allez avoir dans 2 ans? On se revoit, tu me dis voilà j'ai mis ça en place, c'est à peu près prévu. J'espère que c'est ce que je te dirais. Nous nos gros enjeux, donc il y en a plusieurs sur la partie carpool, donc covoiturage. Donc on parlait de la Russie, on parlait du Brésil, donc en fait tout ça c'est des gros marchés où l'usage explose et donc nous un des gros enjeux qu'on a c'est comment on monétise ces marchés-là et comment est-ce que on fait partie, on prend en charge la transaction financière. Ce qu'aujourd'hui on fait pas en fait. Aujourd'hui dans ces marchés-là, contrairement à la France, donc en France tu payes sur ton app et le conducteur ensuite reçoit par virement bancaire le prix du trajet. En Russie et au Brésil, alors c'est pas tout à fait vrai parce qu'on est en train de monétiser la Russie, mais au Brésil typiquement en fait les gens se matchent, je réserve un siège et ensuite je te paierai dans la voiture à la fin du trajet, je te donnerai du cash pour payer le trajet. Et donc en fait oui, nous on pense que c'est une meilleure expérience d'intégrer l'intégralité des transactions financières, donc ça fait partie des choses qu'on est en train de déployer en Russie et qu'on va déployer au Brésil et dans les autres pays, donc ça c'est un des premiers enjeux. Deuxième gros enjeu, c'est en fait c'est tout ce que nous on appelle multimodalité. On offre aujourd'hui dans un certain nombre de pays pas que le covoiturage mais aussi le bus. Et donc parce que on voit bien qu'en fait c'est des modes de transport très complémentaires. Et nous ce qui nous intéresse c'est être l'app que les gens, les passagers qui cherchent à voyager d'un point A à un point B, que ce soit l'app qu'ils ouvrent et dedans qu'ils y trouvent et suivant quel est le trajet qu'ils font, à quel moment ils le font,
peut-être que ce qui sera plus pratique pour eux, ce sera de prendre un covoiturage. Peut-être que ce qui sera plus pratique, ce sera un bus. Peut-être que ce qui sera plus pratique, ce sera un train. Peut-être que ce qui sera plus pratique, ce sera un mix de ces différents modes de transport. Donc là, on a pas mal de sujets, à la fois pour agréger tout l'inventaire existant de bus et peut-être un jour de train. Et pour offrir une très bonne la meilleure expérience passager de tiens, je peux booker tel trajet, et c'était vraiment le trajet parfait qu'il me fallait parce que j'allais au Sable d'Olonne chez ma grand-mère et qu'elle habite un peu excentrée, du coup si on peut me déposer pas trop loin de chez elle, c'est beaucoup plus pratique, etc. En fait, chaque passager finalement a un besoin qui est un peu différent, et le covoiturage a un peu cette magie de en fait si j'arrive à te proposer toi Pierre un passager qui est sur ta route et à qui tu rends service parce que tu le déposes à 200 mètres de l'endroit où il allait, pour lui c'est une super expérience, pour toi c'est génial parce que t'as rempli ta voiture et ça te permet de faire des économies. Donc voilà, on a tous ces enjeux là de comment est-ce qu'on maximise un peu les chances de rencontre sur la plateforme. Donc intermodal et monétisation, les enjeux du futur Blablacar. Ça, c'est des bons sujets. Je vais terminer sur 2-3 questions hyper rapides. Est-ce que tu as un surnom dans le monde professionnel ? Pas dans le monde professionnel. J'ai un groupe d'amis qui donnent beaucoup de surnoms, donc pour eux je suis Bob. Probablement ça vient probablement de Bonnet. Mais dans le monde professionnel, non, on m'appelle Olivier. Ok. Est-ce que tu as un proverbe ou une devise qui t'accompagne ? Alors il y en a un que j'ai cité, c'est il faut choisir ses batailles. Et ça, donc ouais, je vais rester sur celui-ci. Il faut savoir choisir ses batailles, et ça veut aussi dire qu'il faut choisir certaines batailles qu'on ne mènera pas. Ok. Et dernière question, est-ce qu'il y en a une que je t'aurais pas posée et qu'il faudrait que je te pose, ou que t'aimerais que je te pose ? Non, je crois qu'on a couvert pas mal de sujets là. Ok. Merci beaucoup d'être venu, d'avoir accepté cette invitation, et bonne chance pour tous les gros enjeux et projets à mener dans les semaines, mois et voire années là. Merci Pierre, et puis on se revoit dans 2 ans pour faire le point. Ça marche. Salut. L'épisode est terminé, j'espère qu'il vous a plu, et si c'est le cas, c'est le moment de prendre 2 ou 3 secondes de plus pour 2 ou 3 clics. Un petit clic pour un pouce bleu, ou un petit clic pour un partage aux copains, ou un petit clic pour vous abonner et ne pas rater le prochain épisode. À très bientôt.